ça veut dire quoi, la direction de la création? Ça, c'est quand même un poste assez souvent planqué, hein, c'est celui qui est planqué en général, c'est celui qui est dans le bureau au fond à gauche. Tout le savoir-faire qu'on a développé, lire un script, comprendre l'ambition d'un réalisateur et de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que le film puisse exister dans ce qu'il a de particulier. On fabrique, mais on a aussi un savoir-faire interne qui est particulièrement porté par Sandrine et ses équipes sur la création de propriétés intellectuelles qui, pour le coup, nous appartient. C'est la philosophie de Micros, c'est de rester dans le respect de l'ADN d'origine du projet. Donc, je fais des motion capture avec Michael Jackson. Non. Si. Michael, putain, ouais, incroyable. Enfin, des trucs assez Il fait un délirants. moonwalk incroyable, d'ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julien Mester et Sandrine Nguyen, respectivement directeur général et vice-présidente en charge des séries et des propriétés intellectuelles chez Micros Animation. Le studio Micros est un studio mythique qui collabore depuis très longtemps avec les studios américains dans la fabrication de grands films comme Kung Fu Panda, Bob l'éponge et bien d'autres. Dans cette conversation, on va retourner justement dans le cœur, l'ADN même de ce studio, reconnu pour sa maîtrise de l'image 3D. Et nous discutons également des tendances du marché, et notamment le fait que Micros est en train d'investir davantage dans la création de ses propres propriétés intellectuelles. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager à vos amis. Activez aussi la petite cloche, c'est toujours utile. Merci pour votre soutien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente écoute. Sandrine, Julien, bienvenue sur The Anima Show. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Comment fait-on chez Micros Animation pour maintenir une aussi grande qualité dans la production tout en multipliant les projets? Belle entrée en matière. Belle entrée en matière, oui. En fait, je pense que ce qui est spécifique dans une boîte comme Micros ou dans Micros, c'est que depuis le début, depuis qu'on existe, notre objectif, c'est pas tellement de développer notre propre identité visuelle, mais plutôt de rentrer dans chaque projet, dans ce qu'ils ont de particulier, de singulier. Et en fait, tout le savoir-faire qu'on a développé initialement était vraiment là-dedans, c'est-à-dire à nouveau lire un script, comprendre l'ambition d'un réalisateur, et de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que le film puisse exister dans ce qu'il a de particulier. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi, sur la partie plus d'exécution, on a un slate de films aussi diversifié. Et le trait d'union, c'est toi qui l'as dit, pour la qualité, hein, ouais. C'est que je crois que c'est vrai, c'est pas faux. Ce qui est commun dans tous les films, c'est qu'on cherche toujours à être au maximum de ce que chaque projet peut être en termes de qualité. D'accord. De pousser toujours plus loin le plus possible. On n'approche pas un film en disant c'est un film bas de gamme, moyen de gamme, haut de gamme. On a un film, le film il a un contexte qui permet des choses, et notre travail c'est de pousser au maximum dans ce contexte-là. Ce qui fait qu'au final, je pense que dans chaque segment, ce qu'on fabrique est qualitatif. Ouais. C'est aussi l'approche, parce que comme tu dis, à chaque fois, chaque film, c'est une vraie collaboration, très en amont. Et c'est vrai que les équipes chez Micros, elles ont à cœur vraiment de prendre en considération les attentes du réalisateur. Et il y a un vrai challenge à travailler avec lui, et c'est une collaboration très en amont de la fabrication. Très en amont, c'est-à-dire qu'on vient vous voir dès le début de script, quoi. Premier développement, etc. Parfois même avant même le script. C'est-à-dire, on a un réal, on a une histoire, une autrice ou whatever, et là on se retrouve et on dit nos copains de Micros qu'on connaît depuis longtemps, on peut s'asseour ensemble et commencer à développer. C'est vraiment à ce stade-là. La réflexion elle est faite en amont, en fait. Okay. Et du coup on peut utiliser, parce que là ce que j'expliquais c'était vraiment lié plutôt à l'activité qu'on a entre guillemets de service, c'est-à-dire de projets dont on ne possède pas la propriété intellectuelle, mais vous fabriquez. Voilà, qu'on fabrique, mais on a aussi un savoir-faire interne qui est particulièrement porté par Sandrine et ses équipes sur la création de propriétés intellectuelles qui, pour le coup, nous appartient. Donc ce savoir-faire aussi de créer de la propriété intellectuelle, il existe dans Micros, et c'est la porosité de tout ça qui permet aussi de pousser. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes tous deux présents. Donc Sandrine, toi, tu es en charge de tout ce qui est sont les propriétés intellectuelles de Micros, et on va les parcourir ensemble, et on va voir aussi comment naissent ces IP et comment tu les développes et quel est l'enjeu finalement sur un studio comme Micros qui finalement, c'est vrai, pour beaucoup des années précédentes, a mis l'accent sur la création
pour le compte d'autres studios, quoi. C'est plus la prestation de service, mais c'est vrai que ça évolue, mais ça évolue avec nos métiers aussi. Donc c'est pour ça que d'avoir ce pan de l'IP et du savoir-faire plus en amont sur la création. Pourquoi c'est si important finalement ? C'est important parce que je pense que quand on est plus en amont, c'est vrai qu'on est plus à même de comprendre et d'appréhender les volontés, les desiderata d'une équipe artistique, d'un réalisateur. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'implémente de plus en plus, même dans le travail de prestation. Ouais. On n'est plus uniquement dans la fabrication, on est même dans le côté exécutif. Créatif, mais comme exécutif producteur, c'est-à-dire qu'on prend les choses même plus en amont, même entre guillemets à partir de prestations, mais on nous envoie un script et on est capable même de développer toute cette partie pré-production, parce qu'on a ce savoir-faire de création de propriété intellectuelle. Donc ça nous aide à appréhender cette approche créative. Avant de démarrer sur tout finalement le slate de Micros et puis des créations que vous avez fait avec des studios, vous pouvez parler de vos parcours à chacun finalement, parce que là vous êtes dans les directions. Non mais vous dirigez des pôles. Des dinosaures. Vous êtes loin des dinosaures, vous êtes plutôt dans la jeunesse d'une carrière. Donc. Je commençais dans une boîte qui s'appelait UMT et qui faisait de la post-production, mais plutôt de vidéos et de films institutionnels dans les années 90. D'accord. Et j'étais assistant monteur, donc de régie. J'ai plutôt une formation de monteur à la base. D'accord. Et puis, c'était le début, finalement. Moi, je suis arrivé au moment où le numérique, comme on dit, est arrivé. C'est-à-dire que les premières machines de trucage sont arrivées. Et la boîte, donc UMT, a acheté une machine qui s'appelait le Flemme, qui s'appelle toujours le Flemme. Et ça m'allait bien. Et j'ai appris cette machine, on va dire, dans les temps morts et la nuit. Et puis c'est devenu mon métier, donc j'étais graphiste, notamment sur les séries de Carl Zero, là, le Zerorama. Ah ok, d'accord. Ce genre de choses. Et puis ça m'a amené à appréhender les effets spéciaux et à découvrir aussi la synthèse, puisqu'il y avait une boîte qui s'appelait Transformer à l'époque, qui faisait de l'image de synthèse. D'accord. Dans la même zone. Et puis, je suis devenu superviseur. J'ai rejoint Micros en 97 en tant qu'opérateur flemme et superviseur. 97, donc la boîte avait déjà... alors, Micros, c'est 85. C'est 85, ouais. Ça avait quand même déjà... Elle était déjà... Déjà, pour moi, Micros, c'était un des temples, si ce n'est le temple. Des VFX à l'époque. Hein. Des VFX. Ouais. L'animation, c'était pas encore vraiment le cas. Et donc j'ai développé moi ma vie professionnelle là-bas. En 2002, je suis parti à Los Angeles chez Digital Domain, faire un peu la même chose, superviseur en pub et flemme artiste. Ça a été super, j'ai fait plein de films rigolos. Puis je suis rentré à Micros en 2003. Où là, j'ai pris la direction de la création. Ça veut dire quoi, la direction de la création ? Ça, c'est quand même un poste assez souvent énigmatique. Hein, c'est celui qui est planqué en général. Ouais, c'est Julien Mystère, celui-là. Julien Mystère, c'est ça. C'est celui qui est dans le bureau au fond à gauche. Non, la direction de la création, c'est essayer de... Enfin, tel que moi, je l'ai perçu à cette époque-là, hein, c'est essayer finalement de comprendre les talents qu'on a autour de soi. Ouais. La production, enfin, les talents, c'est au sens large du terme. Et comment on crée une histoire qui vient répondre à une demande des marchés qu'on veut adresser. Donc ça veut dire créer une liaison quelque part entre ce que les agences ou les réalisateurs cherchent et les talents qu'on a et qu'on connaît bien et on sait que c'est possible. Et donc moi c'est ça que j'ai voulu faire sous la direction de la création, c'est-à-dire créer en fait la connaissance de ces différents mondes pour arriver à fabriquer des images qui soient toujours sur la même direction que celle qu'on disait au tout début, c'est-à-dire la qualité, la fabrication, l'exigence. On a tous des moyens différents, mais on peut toujours être exigeant à chaque fois. Donc c'était ça qu'on a essayé de mettre en œuvre. Et donc tu as fait ce poste de direction de création jusqu'en dans les années 2010. Et là, on a vraiment démarré la partie animation, puisqu'on avait plein de talents qui faisaient des courts-métrages d'anime, plutôt le soir. Trop marrant. Mais on avait vraiment envie de faire de l'anime. Donc c'était naissant, c'était embryonnaire au sein du studio. Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient vraiment fans d'anime. D'accord. Et on a eu de la chance d'avoir un projet qui a été amené par des réalisateurs qui s'appelait H5,
à l'époque, avec Addict comme production, qui avait un petit projet qui s'appelait Logorama, que nous avions nous-mêmes baptisé Longorama. Longorama. Parce que c'était long à fabriquer. Et alors que c'était un court-métrage. Voilà, un court-métrage, mais de 17 minutes quand même. Oui, tout à fait. Et donc pour nous, ça a été vraiment le moment où on s'est dit, voilà, on a quelque chose pour lancer l'anime de Micros. On faisait des effets spéciaux, on faisait de la publicité. C'était vraiment une troisième patte à notre savoir-faire. Et avec un cycle long, on en reparlera, la pub, un cycle très court, les effets spéciaux, un cycle moyen, et le long métrage d'anime, un cycle long. Donc c'était vraiment une évidence. On a fait Logorama. On a bien gros réussi, succès, puisque Oscar en 2010, et ça a été le début du studio vraiment d'anime de Micros. Et moi, je suis devenu, à cette époque-là, directeur général adjoint de Micros. Et c'est comme ça que... Après, Technicolor a racheté Micros. On s'est rencontré avec Sandrine qui va vous raconter son histoire. Et puis, je vous évite les péripéties des 10 dernières années, mais tout ça pour arriver aujourd'hui toujours dans Technicolor. Micros, qui est vraiment la marque qui, pour le groupe, fait tout ce qui est animation, que ce soit la série, le long métrage ou l'épisodique et la création de contenu, sous la marque Micros dans le monde entier. Voilà. Et moi, je suis Head of Creative de trop bien, merci de nous avoir relaté ce long, parcours. Je suis désolé. Non, mais en même temps, ça vaut le coup de comprendre les jalons, etc. Et effectivement, pas si jeune, du coup. Voilà. Alors, du coup, Sandrine, toi, de ton côté? Tombé dans la partie audiovisuelle, donc j'ai intégré une société qui s'appelait Écoute et Voir, à l'époque dans la pub. On travaillait avec des flémistes, on n'a pas travaillé ensemble. Ah, c'est fou. Et en fait, à l'époque, quand je suis rentrée, il y avait toute la partie multimédia, etc. Puis surtout, on avait pour ambition, il y avait un truc qui s'appelait la motion capture. Et puis en fait, on m'a demandé de monter le premier studio de motion capture à l'époque pour commencer à faire de la 3D. Donc avant, j'étais dans la pub, on faisait un peu de 3D en pub, c'était vraiment les débuts. Je faisais motion capture avec Michael Jackson. Non. Si. Michael, incroyable. Des trucs assez délirants. Un moonwalk incroyable. Je fais que pour toi, pas obligé de divulguer tout. Tu t'es entraîné à faire du moonwalk avec Michael Jackson. Mais du motion capture, on est allé vraiment vers les effets spéciaux, puis la 3D. À l'époque, Écoute et Voir a finalement racheté et fait partie du groupe Ex Machina. On a commencé à faire de la série. Il y avait toute la partie entertainment avec toute la partie ride pour les theme parks. Enfin, c'était toute cette partie-là, très entertainment. La série télé, il commençait, qui était à l'époque, je travaillais, il y avait Lionel Fage qui était avec moi. Et puis la partie pub. Donc on avait vraiment toute cette partie-là. Ex Machina, du coup. Ex Machina, pendant pas mal de temps, et moi j'étais vraiment sur la... Oui, on fait beaucoup de bébés. Et d'Ex Machina, je suis partie, à l'époque on a fondé un studio, j'ai rejoint un studio qui était vraiment un truc dans un garage qui s'appelait Attitude Studio, qui était à l'époque monté par Marc Mions, puis Brice Herzog, et j'ai rejoint, j'étais la 3e, et donc on était 3 fondateurs de ce studio, donc Attitude Studio, où on a fait le premier long métrage d'anime à base de mocap qui était Renaissance. Et moi j'ai vraiment développé dans ce studio à l'époque, quand je suis rentrée, on était 10, et puis on est devenu, je pense, le plus gros studio, parce qu'à l'époque on est monté à près de 700 personnes, on était... L'hypercroissance en fait. Ouais, et on a fait pas mal de productions pour le jeu vidéo. On avait vraiment le jeu vidéo, la série télévision, plus les longs métrages. Et en fait, on avait des velléités de passer à la production. Parce qu'en fait, on voulait pas faire que de la prestation de service. Et en fait, on a créé une nouvelle structure dans laquelle on a développé de l'IP, en fait, des séries, et notamment surtout des séries d'animation. Et on a rencontré à l'époque une personne qui travaillait chez Lagardère, qui nous a proposé de racheter la structure qu'on venait de monter avec les projets qu'on développait, et on a intégré le groupe Lagardère. D'accord. Où on est devenu, je ne sais plus, tellement on a changé de nom, c'est un joke dans la profession, où on a fait pas mal de séries. Et c'est là où on a commencé à initier effectivement les projets qui étaient Alvin et les Chipmunks, grosse série que l'on montait. Hyper connue dans le monde entier. On a fait 5 saisons. C'est une des séries télévisées les plus vendues au monde, qui est toujours dans le top 3 worldwide. C'est plus de 120 pays. Enfin, c'est un carton. Aux États-Unis, ça marchait fort aussi. Très très fort. Ça a aidé beaucoup Nickelodeon
Nickelodeon dans sa rivalité contre Disney à une époque. Ils ont explosé les scores grâce à cette série. Donc ce sont encore des Français à l'initiative de ça, quoi. Alors qui était en coproduction avec Bagdasarian, qui est l'ayant droit. Mais voilà. Et on a fini par quitter Lagardère, et à l'époque on nous a proposé d'intégrer le groupe Technicolor, et on arrive à peu près en même temps que vous, je crois, en 2015. Ok. Et depuis en charge des IP des IP et de tout ce qui est épisodique, enfin tout ce qui est série. Voilà. Donc sachant, merci infiniment. Oui, alors c'était long aussi, je suis désolée. Non, mais merci on n'a pas le même âge. Je suis un petit peu plus vieille que toi. Merci d'avoir parcouru tout ça, parce que c'est important aussi de savoir, finalement, quand on est en charge de responsabilités assez importantes dans un studio, et pas des moindres, puisqu'on parle de Micros Animation, finalement, c'est qui sont ces gens, quels sont ces profils, et on voit que là, il y a énormément de track record, de street crédibilité, si je peux m'exprimer ainsi, qui fait que vous êtes aux rênes de ce que vous dirigez aujourd'hui. On va faire un petit focus sur le savoir-faire de Micros dans l'image, et quelle est la relation finalement avec les studios, parce que vous travaillez avec la Paramount, vous avez travaillé avec DreamWorks, Netflix, Disney, Nickelodeon. Filmmaster. C'est assez bluffant de se dire comment on convainc les Américains. Bon, mis à part sur les aspects, on va dire, tax shelter, etc., parce qu'en France, on est aussi bon là-dedans, mais c'est surtout qu'ils viennent chercher les talents, quoi. Et comment s'entretient une relation aussi long terme entre la France et les États-Unis sur ces aspects de on va travailler ensemble, on va faire une série ou un film ensemble, et du coup je reviens vous voir parce que ça s'est bien passé. La relation, elle s'établit plus entre des gens qu'entre des pays. C'est-à-dire que la compète, elle est mondiale, et donc les offres de tax shelter, il y en a dans beaucoup de pays. Donc c'est pas vraiment, c'est indispensable, mais c'est pas déterminant au sens où c'est pas ce qui va faire que on va collaborer ensemble ou pas. Parce qu'il y a plusieurs options sur la table. Évidemment, attention, le tax shelter est indispensable, mais comme il y a plusieurs qui sont de qualité équivalente, tout à fait. Il y en a aux Canaries, en Belgique, voilà. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est qu'est-ce qu'on est capable de proposer comme un type de collaboration. Et je pense que c'est là où, chez Micros, et depuis quand même toujours, même avant qu'on fasse de l'anime, ça fait partie de ce qu'on disait en tout début, c'est-à-dire essayer d'avoir une attitude de collaboration. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire de la transparence, beaucoup de transparence. D'accord. Un niveau d'implication qui est total et qui n'est pas dépendant de la position qu'on a sur le film. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est prestataire, je me suis toujours battu contre ce mot-là, parce que c'est considéré souvent, après on peut débattre, mais il y a un côté un peu péjoratif, ou en tout cas qui nous mettrait dans une situation... La réalité, c'est que quand on fabrique un film, c'est notre film. Ouais. Et donc on y met une énergie et on y met une adhésion qui est absolument égale, qu'on le produise une IP à nous ou pas. C'est intéressant ça, comme attitude finalement. Et ça, c'est une attitude qui est vraiment spécifique, je pense. Chaque film qu'on a fait, si vous regardez comment l'équipe elle fonctionne comme si c'était notre film. Ouais. Et du coup, ça veut dire qu'on a un rapport engagement, qualité et appropriation, du coup, qui est, je pense, de vraiment tout premier ordre mondial, pour le coup. Et à côté de ça, il y a un autre aspect, je pense, qui est très important, c'est la culture de l'art. L'animation, c'est de l'art. Dans l'animation, il y a une dimension artistique qui, de mon point de vue, va quelque part encore plus loin, parce que on part d'une page blanche, intégralement, et que tout est à fabriquer, tout est à créer. Donc, toute la formation que les gens ont en France sur la culture artistique, sur les écoles d'art, les écoles d'effets spéciaux aussi, ça se sent aussi, à mon avis, dans la qualité de fabrication qu'on a en général. Merci. Sandrine, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est vraiment ce que disait Julien. Je pense qu'en fait, on aborde les choses comme un partenariat et pas comme... on n'est pas un prestataire, on est un partenaire. Quoi. Et ça se ressent, en fait, dans la qualité des films. On va revenir sur quelques films. Il y a eu Bob l'éponge, qui était géré par Micros. Ouais. C'était ton tout premier, peut-être ? Non, Bob l'éponge, c'est la deuxième collaboration avec Paramount. Ah oui, c'est ça. La première, c'était Sherlock Gnome. Et à la fin de Sherlock Gnome, on a fait Bob l'éponge, et puis on a fait Tiger Apprentice. Il y a aussi, plus récemment, Ninja Turtle qui est sorti. Ça, c'est une commande de Nickelodeon, du coup. Ouais. Enfin, un partenariat avec Nickelodeon. Paramount. Et Paramount, tout à fait. Qui
était super. Je me suis régalé avec ce film, à la fois dans l'histoire, le rythme, le graphisme, qui a poussé un petit peu les limites de ce qu'on pouvait faire dans un film d'animation grand public. Et justement, ça a commencé à donner le là sur certaines autres productions. Avec, c'était Seth Rogen qui fait la réalisation. Non, la production. Et qui a co-écrit aussi. Et Jeff Rowe en réalisation. Que des talents, du coup, autour de tout ça. Une bande originale qui tue avec des sons, moi que j'adore, hip-hop années 90 et tout ça. Pop, petit arrêt sur image, juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Music, qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Toon Boom, qui édite les logiciels d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. Est-ce qu'il y a des choses à raconter autour de cette production, des choses qui t'ont marqué d'un point de vue créatif aussi, quoi? Pour moi, un des grands succès du film, c'est l'adéquation entre l'histoire, les personnages et le style visuel. C'est un des trucs dont je suis le plus fier, c'est-à-dire que quand Jeff est venu et nous a pitché le film, il nous a expliqué, ce film, faut imaginer un adolescent de 15 ans à New York, qui est dans une classe et qui est au fond de la classe près du radiateur, et puis sur la table en bois, il commence à griffonner et à découvrir ce qu'on peut faire en dessinant. Donc il cherche des personnages, il cherche des caractères, c'est un peu carré, c'est pas très lissé, le mot scribble. Et ça c'est l'essence du film et l'essence des Tortues Ninja. Et là il parlait du créateur de Tortues Ninja. Ouais, mais il parlait surtout il nous disait comment nous on pouvait se projeter dans ce qu'était ce film-là. Et du coup, cette projection, ça nous a guidés pendant tout le développement visuel et toute la fab. Et je trouve que dans le film, on ressent bien ça. On ressent le style visuel qui est complètement en adéquation avec le fait que ce soit un film de teen fait pour tout le monde, mais qui parle aux ados de 14, 15, 16 ans. Ah, c'est chouette. T'en as pensé quoi de ce film, toi? Moi, j'ai adoré. Après, ce qui était assez magique, c'est effectivement ce que tu disais, je trouve que tu te retrouves ce côté un peu, je mets des quotes, sale, enfin, c'est pas propre. Ouais, tout à fait, la ligne n'est pas propre. La ligne n'est pas propre, et en fait, c'était tellement l'ADN de ce que sont les Tortues Ninja, et ça n'avait pas été vraiment reproduit quand on regarde les comic books, etc. Je pense que dans tout ce qui a été fait, c'est pour moi la plus belle effectivement réussite. Je pense que, comme dit Julien, Micros peut être très fier, c'est d'avoir retranscrit ça, parce que c'était complètement novateur, et c'est vraiment toute l'équipe créative qui a mis ses tripes et son cœur, et je trouve que c'est très 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 réussi. C'est très réussi. C'est vrai que toutes les autres fois c'était très toyetique, enfin c'était conçu pour vendre du jeu, pour être un peu lisse ou pour machin, et là en fait ça arrive avec vraiment un autre style qui c'est l'ADN qui du coup l'ADN pour le coup. Je comprends bien, oui, c'est ça. Parce que il y a beaucoup de films qui se posent la question à quoi ça doit ressembler, et c'est légitime, mais là où aujourd'hui, et d'ailleurs le savoir-faire et la technologie nous le permet, en fait ce à quoi ça va ressembler, c'est une décision complètement. Donc ça veut dire que si on arrive à créer le lien entre l'histoire, finalement, et comment on a envie que ce soit représenté visuellement, en fait, ça devient très fort, parce que d'un coup, là, je vais enfoncer une bonne vieille porte ouverte, mais la forme et le fond se relient, parce qu'aujourd'hui, la technologie et le savoir-faire le permettent. C'était pas forcément le cas, par exemple, il y a 20 ans, quand on faisait un film d'anime. Il y a même 10 ans. Ouais, en fait. T'as 10 ans, et même il n'y a pas encore un peu moins longtemps. Ouais. C'est un peu Spider-Verse qui a aussi ouvert un peu cette voie. Oui, on peut le dire aussi. On peut le dire, même si on peut aussi dire que je trouve que là où Turtle a vraiment réussi quelque chose de très fort, c'est que l'adéquation entre les deux, elle est, de mon point de vue, irréprochable, ce que Jeff a réussi à mettre jusqu'au bout, quoi. Jeff venait en France, au Canada, et tout ça pour travailler avec les équipes. Il y a eu un niveau de collaboration vraiment incroyable, quoi. Intense. Une énergie dingue. Parle-nous d'une anecdote qui te fait penser à ça. Pourquoi tu dis ça? Oui, enfin, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire? Non, non, mais par exemple, non, mais par exemple, quand il nous lançait, pour s'en faire encore un anglicisme un de plus, mais en fait, il y a un moment qui est très sympa, c'est quand on démarre
une séquence, souvent le réalisateur il va raconter cette séquence. Ouais. Et donc là, selon les réalisateurs, c'est assez différent, mais lui c'était vraiment, il nous donnait une énergie, c'était. Il racontait comme s'il racontait. Salut Micros. Alors, et du coup à la fin on avait tous envie de foncer et aller vite faire les plans. Et ça c'est aussi un savoir-faire de réalisateur, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de réalisateurs, y compris pour le live. Hein. Ouais, savoir raconter des histoires, etc. Et emmener les gens avec soi. En parlant de raconter des histoires et emmener les gens, donc Micros, on parle de ça, on a pris l'exemple ici de Teenage, on pourrait en prendre plein d'autres, hein. Mais il y a des exemples qui sont un peu entre les deux, puisque par exemple Sonic Boom, la série, c'est à la fois une IP qui était existante, puisqu'elle vient du jeu vidéo. D'ailleurs, je sais pas qui est propriétaire, mais c'est Sega, j'imagine. Sega. Ouais, c'est Sega. On a collaboré avec Sega of America. J'ai passé tellement d'heures à jouer à ce jeu, mais c'est démentiel en fait. Avec ce petit bruit qui démarrait au jeu, j'arriverais pas à le refaire, mais je demande à mon monteur de le mettre juste pour le kiff. Du coup, ce Sega qui vient avec Sonic, mais qui est aujourd'hui une IP de Micros. Comment est-ce possible ? Alors, ça reste une IP de Sega, mais la série, c'est une coproduction Sega et Micros. D'accord. Sega, c'est très intéressant parce que quand ils sont venus nous voir, ils avaient effectivement la volonté de faire cette série, et c'était la première série en 3D. Sonic n'avait été produit qu'en 2D. Et il y a eu le film, depuis, ils ont fait du chemin. Mais c'est vraiment la première série adaptée en 3D. Donc ils sont venus nous voir et on a collaboré. Donc c'était une coproduction avec Sega of America, donc basée aux États-Unis, et Sega Japon. D'accord. Et déjà, ça, c'est intéressant parce que culturellement, vous faites le grand écart. Ah, clairement. Et surtout, à l'époque, comme il n'avait jamais été adapté en 3D, moi j'ai beaucoup travaillé avec le gardien du temple qui s'appelle Izuka-san, qui était basé au Japon, qui a ensuite migré chez Sega of America quand on a commencé le projet. Sega of America, ils sont basés où ? À New York ? Non, c'est pas à New York, ils sont du côté de San Francisco. D'accord. Et en fait, je suis allée au Japon voir Izuka-san et surtout, il a fallu travailler avec lui parce que quand on connaît la série 2D, il a qu'une expression Sonic, il a la bouche de côté et il a ce qu'on appelle un smirk, qui fait un petit sourire sur le côté. Ouais. Mais il y a que ça. Il y a que ça. D'accord. Et là, il a fallu expliquer à Izuka-san qu'on allait devoir créer à peu près 70 à 80 shapes, voilà, de ce qu'on appelle les blend shapes pour donner l'animation du visage et les expressions. Et là, je me suis retrouvée avec les graphistes à faire toutes les expressions, parce que le Japon, culturellement, c'est très éloigné de nous. Ouais. Et en fait, ils ne lisent pas les mêmes expressions que nous, parce qu'ils n'ont pas les mêmes expressions. Ah, c'est trop intéressant, expliquer, ça, c'est l'expression, ça, il est content, il n'est pas content. Enfin bon, il y avait plein de problématiques. Donc, on a eu une liste de to do, not to do, parce qu'il y a des expressions que Sega ne voulait pas sur son personnage. Parce qu'elles n'ont pas la même signification au Japon, ou elles sont même pas comprises. On disait qu'elles ne sont pas comprises. Quand tu étais là-bas, je fais la parenthèse, mais parce que j'ai été au Japon aussi, c'est vrai que c'est une culture c'est dépaysant pour nous. Hein. On arrive là-bas, c'est très dépaysant, à la fois sur le fait que il y a un respect extrême des choses. On fait la queue dans le métro. Franchement, honnêtement, on peut s'asseoir par terre dans les métros, c'est tellement nickel que c'est impressionnant. Culturellement, c'est... Ouais, c'est ça. C'est la politesse à l'extrême. Ouais. Donc, j'imagine qu'il y a effectivement des bibiques qui pourraient exister en France. On n'a pas pu faire, on n'a pas pu traduire dans les expressions qu'on avait, parce que culturellement, c'est très différent. Donc, il y a cette anecdote, effectivement, pour travailler sur les bords d'expression et créer les blend shapes, ça a été un gros travail. D'accord. Puis, il est venu se rajouter par-dessus le personnage de Sonic, il a ce qu'on appelle un uni eyes, il a un seul œil. En fait, c'est qu'un seul œil, c'est pas deux yeux. Et à l'époque, on lui avait dit que c'était pas possible, et c'était un souci pour lui sur la série. Et quand ils sont venus nous voir, moi je lui ai dit mais il n'y a pas de problème, c'est possible. Et en fait ton personnage, je te garantis que ça sera exactement ton personnage. Donc on a travaillé. Donc il y a tout ce travail d'adaptation qui est très lié à la culture qui a été fait en amont sur la création du personnage. C'est un travail de diplomatie entre les États-unis, la France et le Japon. Plus alors voilà, parce que les États-Unis ils étaient plutôt pour pousser les potards, le Japon et puis nous on était au milieu. Mais c'est vrai qu'on a réussi à faire quelque chose de très réussi au final. Il a vraiment retrouvé son personnage. Et voilà. Et après, on a collaboré beaucoup sur l'écriture avec les États-Unis. Hein. Ouais. On avait splitté l'écriture entre la France et les États-Unis. Donc voilà, ça a été un travail très collaboratif.
entre le Japon, avec le gardien du temple, donc était Izuka-san, qui surtout veillait à ce que tout reste dans les clous. Les US qui forcément voulaient, eux, faire un maximum pour ouvrir leur IP et leur marque, puisque derrière, il y a eu des films. Oui, pour le licensing, pour le licensing et tout ça. Donc on a... c'était vraiment une chouette collaboration. On a fait 2 saisons, c'était vraiment, vraiment sympa. T'étais aussi dans ce projet Ouais. Non, pas du tout. Non. À ce moment-là, moi, j'étais vraiment pas du tout sur la partie propriété intellectuelle. Vraiment. D'accord. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, Micros est toujours copropriétaire de cette IP. Ah oui, on est copropriétaire, bien entendu. La série, on codétient les droits de la série. C'est la même chose sur Alvin et les Chipmunks. L'ayant droit est américain. C'est Bagdasarian, c'est ceux qui ont créé l'IP. Et en fait, on a une coproduction. Donc, quand on monte des coproductions comme ça, on codétient les droits de la série, donc qui est le média sur lequel on travaille, en fait. Tout à fait. Et il est prévu d'autres saisons et tout sur Sonic, non, pas pour le moment, parce qu'ils sont partis maintenant sur Sonic Prime, qui est encore... voilà. Bon, ça, après, c'est un grand classique. Donc voilà, on a fait 2 saisons avec eux. Okay. Bon, après, on se parle régulièrement. Oui, tout. On n'est pas... D'autres projets pourraient l'être exactement par la suite. Et donc, dans les IP que Micros est en train de développer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui est naissant? Là, on voit... Il y a Gus. Alors... Gus le Chevalier Minus, qui est Gus It's a Bitsy Night en anglais, qui lui aujourd'hui est dans 80 pays et on en est à la 3e saison. C'est sur TF1 en France, qui est donc la chaîne qu'on appelle Commissioning Network, c'est la chaîne qui a commissionné le projet avec Disney. Donc il y avait une sorte de cahier des charges en mode il nous faut quelque chose qui rentre dans cette case avec. En fait, TF1 ils ont leur case avec sur leur case jeunesse et en fait ils ont eu un coup de foudre pour Gus qu'on avait développé en interne. C'est l'adaptation d'un petit livre, en fait, qui est un livre qui est chez Gulfstream avec 2 auteurs que sont Dan Carleroux et Françoise Guibert. Et c'est un livre vraiment pour les tout petits, de 18 mois à 3 ans. C'est des petites lectures pour les enfants le soir. Et en fait, nous, on a eu un coup de cœur sur le graphisme. Et avec Dan Carleroux, on a parlé de faire cette série qu'on a dû, du coup, rendre un peu plus âgé, puisque pour la série, le personnage est plus âgé que ce qu'il est dans le livre. Donc on est parti de cet univers des livres et on l'a adapté pour une série visuelle. Et donc là, cette adaptation, elle a pris du temps, c'est tout un travail... C'est tout un travail avec les auteurs, parce que c'est pareil, mais c'est toujours dans la même... C'est la philosophie de Micros, c'est de rester dans le respect de l'ADN d'origine du projet. Donc on avait dit aux auteurs, même si on l'adapte pour un public plus âgé, on aura à cœur de vraiment respecter l'univers que vous avez créé, on va l'amener dans une direction un petit peu différente, adaptée sur un autre public. Et ils étaient super contents du résultat. Donc voilà, et on en est aujourd'hui à la 3e saison. On a une 3e saison qui vient d'être commandée par TF1. Donc voilà. Et puis il y a une partie merchandising qui commence à être... Oui, il y a la partie... Alors sur les projets, on essaye toujours de faire, si possible, d'étendre nos projets à du licensing merchandising à côté. Après, il ne faut pas se voiler la face, c'est toujours très compliqué. Bien sûr, d'arriver et puis des gros volumes, des gros volumes. Le marché est compliqué. C'est trusté par des IP qui sont très implantés, comme Paw Patrol. On fabrique les films, donc ça, on est content. C'est une bonne transition, effectivement. On a parlé, d'un public teenage, mais un public enfant aussi, avec Pat' Patrouille. Mon petit est allé le voir, évidemment. Et c'est signé Micros, en fait. Et ça, c'est assez fou. Spin Master, en fait, c'est un créateur de jouets, quoi. Fabricant de jouets. Master Toy. Comme par exemple, Hasbro, ou comme etc. Mattel, Hasbro. Ils sont indépendants, d'ailleurs, je pense que oui. Ils ont des deals pour la partie film, mais ils sont indépendants. Ils sont indépendants et donc ils ont des deals avec des studios pour la partie film où ensuite ils vont faire appel à des... Alors, ils font tout eux-mêmes. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des deals pour la partie distribution et pour une partie du financement. Mais par contre, la gestion du film et de la fabrication, ils sont eux-mêmes totalement au pilotage. Donc là, nous... Ils sont producteurs. Il y a des équipes de production chez Spin Master sur la partie audiovisuelle pure. Et nous, on est arrivé en tant que fabricant. Oui, bien sûr, tout à fait. Comme avec un studio quelque part. Tout à fait. Et alors, là, on parle d'un film qui...
pour le coup, c'est 30 millions de budget, je crois. Et j'ai pas le droit de parler de sous. Moi, en tout cas, de ce que je trouve sur Internet, après, voilà, ça se sait un petit peu. Mais c'est surtout 373 millions de dollars au box-office. Ouais. Donc, c'est un beau x10. Ils ont une belle recette. C'est impressionnant. Ouais. Et en plus, derrière, on vend des jouets, etc. Je connais pas d'ailleurs les origines de Pat' Patrouille. Il faudra que je regarde. Donc, c'est une IP qui a été développée initialement par Kiss. Enfin, chez Spin Master. C'est un travail de commande de Spin Master à Kiss, ouais. Et Kiss Chapman, qui est quelqu'un qui fait artiste, ça. C'est quelqu'un qui développe des personnages ou des univers. Il avait fait ça auparavant pour d'autres Toy Master. Oui, d'accord. Il est assez bien connu dans cet univers. Et quand vous avez bossé sur les 2 films, du coup, Kiss était là et... Non, parce qu'en fait, lui, il a développé l'univers, enfin surtout les personnages. Concept, en fait. Mais après, une fois que c'est fini, Spin Master gère totalement et en fait, 100%. Spin Master est producteur délégué, donc ils sont producteurs de la série. D'accord. Ils ont développé le concept, la Bible, les scripts, et ensuite, effectivement... Qui s'est pas connecté du tout au film. D'accord, ok, compris. J'essaie de remettre un peu toutes ces pièces du puzzle, hein, mais c'est ce que j'essaie en fait de faire aussi avec ce podcast, c'est essayer de comprendre de l'intérieur c'est quoi le monde de l'animation. Et il n'y a pas que l'aspect créatif, il n'y a pas que l'aspect de raconter des histoires, il y a l'aspect aussi business, intrication des IP. Enfin, c'est hyper important de comprendre et de détenir un peu les clés de ça pour n'importe quelle personne qui veut évoluer dans dans l'animation, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est vraiment l'association du côté industriel, du côté prototype et du côté créatif. Et j'ai rajouté technologique. Oui, parce que tu vois, il y a de la techno, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une composante industrielle parce qu'on fait travailler beaucoup de gens. Ouais. Et il y a quand même beaucoup de sous et beaucoup de choses à faire. Donc il y a quand même une dimension industrielle, il y a des pipelines, il y a des outils, il y a des choses qu'on peut répéter, mais en même temps, un film est complètement singulier. Donc c'est quand même un proto aussi à chaque fois. Parce que si on ne le traite pas comme un proto, c'est plus intéressant et ça fait plus des bons films. Et puis après, créatif, parce qu'il y a de la création à tous les étages. Donc c'est quand même l'association de 3 trucs qui sont pas forcément faciles à mélanger. Donc la technologie, c'est un moyen. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dedans, parce que c'est un moyen au même titre qu'il y a d'autres moyens pour arriver à ça. Mais du coup, c'est vraiment faire cohabiter avec équilibre ces 3 dynamiques-là pour arriver à faire des films qui ne sont pas juste un produit, mais qui sont aussi réalistes par rapport à leur mode de financement et leur objectif de business. Donc c'est ça qui est assez marrant à faire, à équilibrer. Et justement, pour un créatif comme toi, parce que finalement, c'est un peu dans ça que tu t'es développé dans les débuts, aujourd'hui, tu es aussi gestionnaire, finalement. Est-ce que cette mutation, elle est douloureuse? Elle est comment? Parce que c'est une question vraiment que je me pose, finalement. Enfin, là, pour le coup, je pense que nos parcours, Sandrine et moi, ils sont assez similaires, même si on ne vient pas du même côté. C'est-à-dire que l'idée, à un moment, c'est... de mon point de vue, quand on fabrique des images, il y a un enjeu créatif ou un enjeu de gestion, mais il y a un moment, on a aussi envie d'avoir une influence sur la façon dont pas un seul film se fait, mais l'ensemble des films. Et puis finalement, on découvre aussi ce que c'est qu'une boîte, une entreprise. Tout à fait. Et moi, en tout cas, j'y ai pris goût. Et je pense aussi que le plus dans ces boîtes-là, il y a des gens qui ont quand même passé du temps à faire des images d'une manière ou d'une autre. Le plus les décisions et l'orientation qu'on peut prendre un intérêt particulier. Et donc je pense que si Micros, alors qu'on est monté à plus de 2000 personnes, pas loin de 2000 personnes à un moment, on garde quand même un aspect boutique par moment. C'est parce que beaucoup de gens, il n'y a pas que moi, donc, comme je disais Sandrine, mais il y a tout un tas de gens qui ont un peu cette dynamique, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens à des postes décisionnaires qui ont passé du temps à faire. Qu'on mis les mains dans le cambouis, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en production, en développement, en tant qu'artiste, et du coup ça fait quand même une compréhension intime quelque part de
des objets qu'on essaie de fabriquer, qui sont des objets, comme je disais, à la fois film, cinématographique, industriel. On sent la passion dans ce que dit Julien, mais c'est très motivant, merci. Et Sandrine, de ton côté, tu tires le même constat Oui, bon, après moi, monter trois sociétés. Ouais. Attitude Studio, on est monté de 10 à 700 personnes. Ça, c'est incroyable, l'hypercroissance à gérer. Oui, alors ça, c'est compliqué à gérer. Il y a eu ça, il y a repartir à zéro en montant une boîte sur de la production alors qu'on vient à la base du service. Vivre des rachats aussi. Voilà, vivre des rachats, bon, on l'a vendu, racheté, revendu, racheté. Les allers-retours. Voilà, les allers-retours. Donc non, après, voilà, moi j'ai toujours le côté entrepreneur... très marqué. Très marqué. Ouais. Une boîte, c'est une boîte, mais c'est les gens et c'est les équipes qui la constituent qui font que ça fonctionne ou pas. Et c'est pour moi toujours une complémentarité. Donc, il faut être business, il faut être créatif, il faut être la production un peu organisée, faut être gestionnaire. Ouais. Voilà. Donc après... c'est assez complémentaire et ça te convient en fait sur ces aspects-là. Ouais, moi j'adore parce que sur l'IP et la partie production déléguée, on crée de zéro. Moi je travaille qu'avec des créatifs. On part de la page blanche où on écrit le script pour livrer jusqu'à l'image finale. Et puis voilà, tout ça c'est le résultat d'une collaboration avec des gens qui ont tous des profils très différents. Après on est un peu un chef d'orchestre. C'est un côté chef d'orchestre, mais... Avec d'ailleurs des gens très différents dans leur comment dire, savoir-faire et dans leur expertise. Oui. C'est ça qui est génial. C'est vraiment un chef d'orchestre d'un orchestre bien fourni. Bien fourni. Oui, après, avec une histoire, comme disait Sandrine, en tant que très entrepreneur, donc avec beaucoup de sociétés qui se sont créées, et malgré tout une certaine culture qui persiste à travers... Et puis Micros, voilà, 85, voilà, créé par Maurice Prost, avec tout un tas de valeurs qui ont perduré. Et même si aujourd'hui, Maurice n'est plus dans l'entreprise, il y a tout un tas d'éléments qui font partie de Micros, qui sont toujours là au quotidien. Et c'est aussi ça, c'est des individus qui fabriquent une entreprise avec un certain nombre de valeurs qui sont pas des valeurs, qui sont des valeurs et qui sont les mêmes que Technicolor ou pas? Parce que Technicolor, elle pour le coup, elle a 100 ans. Technicolor aujourd'hui détient un Micros à 100%. Il y a cet ADN aussi qui va vers on veut servir la meilleure image possible, quoi, en gros. Alors la réponse qu'on peut donner à ça, c'est qui fait partie, je pense, de pourquoi nous aussi on a choisi ou en tout cas accepté d'être racheté en 2015 par Technicolor. C'est que c'est un industriel, c'est-à-dire que c'était une entreprise qui connaissait intimement nos marchés aussi. C'est-à-dire que c'est pas un investisseur qui a peu de connaissances du marché et qui cherche une opération financière, et ça peut très bien marcher aussi, hein, mais nous, ce qu'on trouvait intéressant, c'est que c'est de continuer l'aventure avec une entreprise qui comprenait et qui connaissait les enjeux de nos marchés. Ouais. Donc, dire qu'on a les mêmes valeurs, en tout cas à l'époque, ce serait pas correct, parce que Micros, c'est une tribu qui existe depuis 1985. C'est pas du jour au lendemain, mais par contre, c'est trouver les passerelles et les points communs, ou en tout cas les endroits où on peut avoir un projet commun. Et ça, on l'a trouvé. Et aujourd'hui, Technicolor, c'est la holding de Micros, et qui supporte la marque Micros, mais comme elle supporte la marque The Mill pour la publicité, tout à fait, et MPC pour les effets visuels, et Game pour la partie jeu. Donc Technicolor, c'est la holding qui supporte toutes ces marques qui développent leur propre identité. Ouais. On va devoir arrêter la conversation ici. C'est terrible parce que je voulais parler de plein de choses, mais on a été trop long. Non, mais il y a plein de films. Il y a plein de films sur lesquels vous avez été partenaire, et on peut citer Orion and the Dark, Kung Fu Panda, récemment Thelma the Unicorn, qui vient de sortir, qui cartonne. Exactement. Et puis Tiger's Apprentice. Bref, peut-être qu'on refera un autre épisode. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur le podcast. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à toi. Merci beaucoup.